C'est délirant, mais à l'école, on n'apprend pas ces 7 principes qui pourtant permettent de vraiment bien parler anglais. Je vais t'expliquer pourquoi ton anglais sonne probablement faux et quelles sont les clés pour progresser. Premièrement, l'anglais est une langue accentuelle, contrairement au français qui est une langue syllabique. Qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, ça veut dire que quand en français on dit différent, 3 syllabes, 3 voyelles complètement prononcées, différent, en anglais on prononce different. On ne prononce que la première syllabe avec la voyelle pleine, d, et après tout ce qui suit, front, est complètement réduit. En anglais, on mange la moitié des mots, parfois les 2/3 des mots. Qu'est-ce que c'est que cet accent? L'accent, c'est tout simplement une question de hauteur de voix. Dans un accent tonique, en fait, on prononce plus aigu une voyelle d'une syllabe du mot. Par exemple, en français, on dit un accent, accent. En anglais, on dit accent, accent. En français, on dit surprise, surprise. En anglais, on dit surprise, surprise. La deuxième syllabe est prononcée plus aiguë, et ce qui est aigu, c'est vraiment la voyelle. Un troisième exemple, en français, intérêt, en anglais, interest, interest. La première syllabe, N, est prononcée plus aiguë que les deux autres. Interest et trust, deux syllabes complètement réduites. On n'entend pas ni T ni rest. Interest. Ce phénomène se nomme la réduction vocalique. Il est central en anglais. C'est la seule chose qu'il faut comprendre et qui est véritablement différent d'une langue comme le français. Si vous comprenez la réduction vocalique, vous comprendrez beaucoup mieux ce qui est dit à l'oral et vous pourrez beaucoup mieux travailler sur votre propre prononciation. Le principe de réduction vocalique signifie que toutes les voyelles qui ne sont pas accentuées sont prononcées de manière réduite. Prononcer de manière réduite, ça veut dire que les voyelles non accentuées vont être prononcées comme quelque chose comme E, ou E, ou E. D'une manière générale, les voyelles réduites sont prononcées E. Ce son se nomme le schwa en phonétique. Schwa, c'est juste le nom de la lettre phonétique qui s'affiche à l'écran. Et ce schwa est souvent défini par les linguistes comme la voyelle minimale, la voyelle du moindre effort. C'est la voyelle que vous allez prononcer quand vous relâchez tous les muscles de la bouche et que vous, simplement, vous faites passer un petit peu d'air et ça fait E. C'est une voyelle qui est présente dans pratiquement toutes les langues parce que c'est la plus simple, la plus basique. Quand en anglais, une syllabe est inaccentuée, on va la prononcer de manière réduite, quelle que soit l'orthographe. Je vous donne deux autres exemples. Le mot mansion, où I-O-N est prononcé N, mansion, et le mot Britain, Breton, où les lettres A-I-N, inaccentuées, sont prononcées N. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. La raison pour laquelle les francophones ont tant de mal à comprendre l'anglais oral, c'est parce qu'en fait, on n'est pas conscient de ce phénomène de réduction vocalique. Un francophone s'attend à entendre différent, tolérant, alors qu'un anglophone va dire different, tolerant. Je vous donne quelques exemples sur des mots très courants qui parfois posent des problèmes de compréhension. Il y a vraiment une différence entre l'attente qu'on a vis-à-vis de l'orthographe et la manière dont on parle en français et ce qui est effectivement prononcé en anglais. Le piège, c'est que l'anglais utilise beaucoup de mots qui sont transparents, qui ont une origine latine ou française. Donc on s'attend, nous, aux francophones, à ce que ces mots aient une prononciation qui ressemble au français, et souvent ce n'est pas le cas à cause de la réduction vocalique. Un mot très courant qui est tout le temps réduit, c'est le mot and. Alors si je le prononce complètement, toutes les lettres, ça fait and. Mais en réalité, on prononce un. Regardez par exemple l'exemple de rock and roll. On ne dit pas rock and roll, on dit rock and roll. D'ailleurs, si vous êtes attentif à l'orthographe, vous verrez que souvent, en anglais, notamment en américain, on met des petits apostrophes N pour dire and. Et ce petit apostrophe N, c'est une contraction qui reflète beaucoup mieux la véritable prononciation du mot and. On dit n et non pas and. Vous allez dire John and Mary, you and me, et non pas and. La plupart des auxiliaires vont aussi être réduits. Par exemple, have. On ne dit pas I have done my homework, on dit I've done my homework. Donc le have devient apostrophe VE parce que c'est réduit. Les auxiliaires sont réduits, on les prononce avec un schwa. I have done ou I've done my homework. Ça marche aussi pour can, par exemple, qu'on va plutôt prononcer can parce que cette syllabe-là va être réduite. On ne dit pas I can do it, on dit I can do it. I can speak English. Can et non pas can. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelle que soit l'orthographe qu'on va voir, les syllabes inaccentuées vont être prononcées avec un schwa. Par exemple, dans le mot observe, observe, le OB va se prononcer de manière réduite, ob. Ou encore dans un mot comme family, première syllabe accentuée, family, family.
on ne dit pas family, on dit family. Vous remarquez au passage que parfois quand on a une syllabe au milieu du mot qui est réduite, on va avoir tendance à carrément l'effacer. On ne dit pas family, on dit family. Ou encore, le mot caméra en anglais, accent sur la première, va se prononcer camera, camera. La syllabe du milieu est réduite, on ne l'entend pas, camera, camera. Vous francophones, vous attendez à entendre caméra, l'anglophone dit camera, c'est ça qui pose tant de friction entre l'anglais écrit et l'anglais oral. Encore un autre exemple, comfortable. On ne dit pas confortable, on dit comfortable, comfortable. Le chocolat, on attend chocolat, on entend chocolate, chocolate. Deux réductions vocaliques assez radicales, comme par exemple dans le mot conscience, on a pourtant la syllabe science, qu'on pourrait légitimement s'attendre à entendre science, et qui pourtant se prononce shunce. On dit conscience, conscience. Ça, c'est vraiment la réduction vocalique qui fonctionne à plein. C'est la première syllabe qui est prononcée pleinement et toutes les autres syllabes sont réduites. Conscience. Un dernier exemple qui est vraiment très caractéristique, c'est le mot qui signifie étranger et qui s'écrit R-E-I-G-N dans la deuxième syllabe inaccentuée et qu'on va bien prononcer foreign. Foreign. On ne dit pas foreign, on dit foreign. C'est la première syllabe qui est accentuée et la deuxième est réduite. Foreign. Est-ce que vous vous rendez compte des implications que ça a pour l'apprentissage de l'anglais, la pratique, l'amélioration, puis aussi la compréhension de l'oral? C'est énorme. La réduction vocalique, c'est vraiment la première chose qu'il faut comprendre quand on apprend l'anglais. Et là, normalement, vous êtes en train de vous dire, bon, il est bien gentil de nous dire que telle syllabe est accentuée, on la prononce pleinement, et les autres, on les réduit. Le principe est facile à comprendre, mais comment est-ce que je sais quelle est la syllabe qui va porter l'accent? C'est une très bonne question, et c'est la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vous explique les grands principes qui permettent de savoir où placer l'accent. Parce que pour un anglophone, ça ne fait pas de mystère. Un anglophone, s'il découvre un nouveau mot et le lit, un mot dont il n'a pas connaissance du sens ou dont il n'a jamais entendu parler, tous les anglophones vont lire le mot de la même manière. Il y a donc des règles qui permettent de définir quelle est la place de l'accent tonique, quelle est la syllabe qu'on va accentuer. Si ces explications vous semblent utiles, likez la vidéo et surtout abonnez-vous. J'ai l'intention de publier de nombreuses vidéos du même type pour démocratiser la phonologie, les explications sur la langue anglaise et permettre à un maximum de personnes de progresser avec des règles solides. Je vais maintenant vous présenter les 7 règles qui permettent de définir où est-ce qu'on place l'accent tonique. La première règle à connaître, c'est que tous les mots ne contiennent pas un accent tonique. Seuls les mots lexicaux vont avoir un accent tonique. Les mots lexicaux, c'est les mots tels les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Mais dans tout ça, il y a énormément de mots dans les phrases qui ne sont pas accentués parce que ce sont des mots grammaticaux. Les mots grammaticaux sont essentiellement les prépositions, les coordonnants, les auxiliaires verbaux et les articles. Donc, je vous donne quelques exemples. Les articles comme e et the sont prononcés avec un schwa. C'est clairement réduit. Ce sont des mots qu'on entend à peine quand on parle et c'est normal parce qu'ils sont uniquement là pour articuler les mots lexicaux entre eux et donner des indications finalement très basiques sur le sens de la phrase. Le véritable sens de la phrase est porté par les mots lexicaux, par les noms que vous utilisez, les verbes que vous utilisez et c'est ces mots-là qu'on va accentuer. Autre mot grammatical qu'on n'a pas tendance à accentuer, c'est les coordonnants. Je vous ai déjà parlé du cas du mot and, c'est aussi le cas pour or et but. Les prépositions sont aussi des mots grammaticaux qu'on n'accentue pas. Par exemple, on ne dit pas « do it for me », on dit « do it for me ». F-O-R ne va pas se prononcer dans la langue normale. For va se prononcer fa. C'est réduit. Quelle que soit l'orthographe du mot, si ce mot n'est pas accentué, on va le réduire. Donc F-O-R va se prononcer naturellement fa et non pas for dans la langue orale. Vous allez dire « for me » et non pas for me. Pareil pour toutes les autres prépositions, par exemple la préposition on, on ne dit pas on the table, on dit on the table. On the table. Le on est réduit parce que on est une préposition. On the table. On ne dit pas at 3 o'clock, on dit at 3 o'clock. Meet me at 3, at et non pas at. Et puis, autre cas, les auxiliaires verbaux, on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, comme have, be et do, qui ont tendance à être effacés, ou en tout cas dont la voyelle principale va être très réduite. On ne dit pas I am a teacher, on dit I'm a teacher. Vraiment, vous voyez, par la réduction, par la contraction du am en apostrophe M, on voit bien la réduction vocalique qui s'opère.
Deuxième principe à connaître pour bien accentuer l'anglais, c'est qu'il y a beaucoup d'emprunts en anglais. L'anglais est une langue hybride. Il y a beaucoup de mots étrangers qui sont importés dans la langue. Et dans ces cas-là, on va garder l'accent original. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, il faut savoir accentuer en italien, il faut savoir accentuer les autres langues. Bon, le français, ça va, on le parle. Mais en fait, c'est vraiment un principe intéressant parce qu'il faut en parler tout de suite, car les exemples que je vais vous donner vont aller à l'encontre des véritables règles qui permettent d'accentuer les mots purement anglais. Donc quand vous avez un mot étranger, comme par exemple cappuccino, on accentue comme en italien sur ci, cappuccino, ou encore volcano. Donc ça, c'est vraiment la règle de l'italien et non pas la règle de l'anglais. En anglais, quand on emprunte un mot, on va effectivement reproduire l'accent du mot d'origine. En français, l'accent tonique a tendance à être sur la dernière syllabe du mot. Alors chez nous, c'est assez discret et puis c'est tellement régulier qu'en fait, on s'en rend pas compte. En français, l'accent tonique n'a pas vraiment de valeur contrastive, c'est-à-dire que si on change un accent de mot, on va pas avoir l'impression que ça change le sens du mot. Et en français, on n'a pas non plus d'accent tonique qui va varier d'un mot à l'autre selon différents paramètres. En français, l'accent tonique, on n'en parle pas parce qu'il est toujours sur la dernière syllabe du mot ou de la phrase. Mais quand on emprunte un mot français en anglais, on va vraiment accentuer sur la dernière syllabe. Par exemple, a machine ou cuisine, elite. Voilà, donc les mots français, accent sur la dernière syllabe. Maintenant qu'on a dit que les mots grammaticaux n'étaient pas accentués, systématiquement réduits, et que les mots lexicaux qui étaient empruntés à d'autres langues reproduisent l'accent original de la langue initiale, il faut passer aux mots anglais lexicaux. Donc quand on a un mot lexical, ce qui compte le plus, c'est le nombre de syllabes. Est-ce que le mot a une syllabe, deux syllabes, trois syllabes ou plus? Alors quand on a affaire à un mot lexical d'une syllabe, donc des noms, des adjectifs, des verbes, etc., on va accentuer sur l'unique syllabe du mot. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que le mot d'une syllabe va être prononcé avec sa voyelle pleine. Par exemple, a bird, a law, a cup, a car. Donc on prononce la voyelle pleinement, le mot a une seule syllabe, cette syllabe est accentuée dans la phrase, elle sera prononcée plus aiguë que dans le reste de la phrase. Quatrième principe, c'est quand on a un mot de plus d'une syllabe en anglais. Alors là, il faut se méfier parce qu'il y a les vrais mots de 2-3 syllabes et les faux mots de 2-3 syllabes. Alors bien sûr, quand je dis un faux mot de 2-3 syllabes, je parle bien sûr des mots dérivés, composés, des mots qui ont des suffixes, des préfixes ou des verbes qui sont par exemple conjugués, ou alors des mots, des noms qui ont une marque de pluriel qui rajoutent une syllabe. Dans ce cas-là, quand on a affaire à des suffixes, des préfixes ou des terminaisons grammaticales comme le S de pluriel, certains mots vont se terminer en is pour dire le pluriel, ou encore des ing, des ed qui sont des marques de conjugaison, eh bien pour un anglophone, ça ne va pas rentrer en ligne de compte pour le calcul de la place de l'accent. C'est-à-dire que eat est un verbe d'une seule syllabe lexicale, donc on va bien faire un i long, eat, et si je rajoute ing, le ing n'est pas accentué, donc ça fait eating, eating. Quand vous avez un mot d'une syllabe qui est rallongé par des effets de préfixe, suffixe ou terminaison, c'est bien l'unique syllabe de la racine qui est accentuée. Ça marche pour, par exemple, les noms qui vont prendre un pluriel qui rajoute une syllabe. Par exemple, le mot lens se termine déjà par un S au singulier. Si je rajoute ES, ça va ajouter une syllabe is, ça fait lenses. Donc là, pour calculer la place de l'accent, en fait, je garde l'accent sur le mot original qui est lens et le is du pluriel est réduit, lenses. Dans le cas des préfixes et des suffixes, eh bien, par exemple, si vous avez le mot kingdom, c'est d'abord king qui est accentué et le suffixe dom ne va pas être accentué. Kingdom. Si vous rajoutez un préfixe, comme par exemple pour le mot disgrace, eh bien en fait le dis est inaccentué, c'est une syllabe qu'on a rajoutée, et grace est bien le mot d'une syllabe qui lui porte un accent et est prononcé pleinement. Disgrace. Donc ici, c'est pas tellement qu'on a un mot de 2 syllabes avec accent sur la deuxième, c'est qu'en fait on a grace, qui est un mot d'une syllabe lexicale que j'accentue, et j'ai rajouté un préfixe dis inaccentué pour rajouter une information. Donc l'accent va être disgrace. Alors maintenant vient le cas des vrais mots de 2 syllabes, comme par exemple tiger, window, sofa, garden, worry, carry. Donc ça, ce sont des vrais mots de 2 syllabes. Je vous ai mis quelques noms, quelques verbes. Et la règle générale, c'est que quand on a un mot de 2 syllabes en anglais, on va plutôt mettre l'accent sur la première syllabe. Donc je parle bien sûr des vrais mots de 2 syllabes, c'est-à-dire des mots dont la racine fait 2 syllabes. Sofa, window.
Donc là, il y a vraiment 2 syllabes dans la racine, on ne peut pas couper le mot en deux, il n'y a pas de préfixe, pas de suffixe. L'accent tombe sur la première syllabe. Alors, il y a beaucoup d'exceptions à cette règle des mots de 2 syllabes dont l'accent tombe sur la première. Et il y a notamment une catégorie de mots qui s'appelle les present words. Les present words, ce sont les mots dont l'accent va changer en fonction de la catégorie grammaticale. On les appelle les present words parce que le mot present en fait partie. Quand vous utilisez present comme un nom, l'accent est sur la première. Present, a present, ça veut dire un cadeau. Et si vous utilisez le verbe présenter, c'est le même mot en anglais, mais il va être accentué sur la deuxième. To present, to present. Donc accent sur la première quand c'est un nom, accent sur la deuxième quand c'est un verbe. Present words. C'est une liste de mots qui s'appelle les present words, avec un accent qui change en fonction de la nature grammaticale. Je vous donne quelques exemples de present words. Le mot rebelle. Quand c'est un nom, on dit a rebel. Nom, accent sur la première, a rebel. Mais si vous voulez parler du verbe se rebeller, vous allez dire to rebel, to rebel. Verbe, accent sur la deuxième. Un autre exemple, une insulte. Si vous dites une insulte, c'est an insult. Et si vous voulez utiliser le verbe insulter, c'est to insult, accent sur la deuxième, parce que c'est un verbe. Un autre exemple qui, comme vous allez voir, change aussi un petit peu la prononciation, c'est le mot enregistrement, enregistrer. Si vous dites un enregistrement, vous allez dire a record, a record. Et si vous dites le verbe enregistrer, c'est to record, to record. Accent sur la première, réduction vocalique sur la deuxième quand vous dites un enregistrement, a record. Et accent sur la deuxième, réduction vocalique sur la première quand vous dites enregistrer, to record. Septième et dernier principe, c'est le cas des mots qui font 3 syllabes ou plus. Alors là, on est vraiment dans des cas assez rares. Il n'y a pas beaucoup de mots en anglais qui ont 3 syllabes dans la racine. Les mots de 3 syllabes ou 4 syllabes que vous trouverez très régulièrement en anglais, c'est plutôt des mots d'1 ou 2 syllabes avec des suffixes, des préfixes ou des conjugaisons. Donc c'est artificiellement 3 syllabes à cause de choses qu'on a rajoutées aux mots. Mais les vrais mots de 3 syllabes, comme par exemple elephant, Canada, opera, sont plutôt rares. Alors vous l'entendez, quand on a un mot de 3 syllabes, on a tendance à mettre l'accent sur la première syllabe. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, on dit que quand un mot fait 3 syllabes ou plus, l'accent tombe sur l'antépénultième. Si vous avez fait du latin ou du grec à l'école, peut-être que c'est un mot que vous connaissez. L'antépénultième, ça veut dire l'avant-avant-dernière syllabe. L'ultième, ultime, c'est la dernière. Pénultième, c'est l'avant-dernière. Antépénultième, c'est l'avant-avant-dernière. Quand un mot fait 3 syllabes ou plus, on va accentuer sur l'antépénultième. Donc ici, 3 syllabes, interest, accent sur l'avant-avant-dernière, qui est donc la première, interest. Ou encore le mot Saturday, Saturday, accent sur l'antépénultième, c'est la première, Saturday. Un vrai mot de 4 syllabes sans suffixe, sans préfixe, c'est America. America, 4 syllabes. Donc si je compte à l'envers, l'ultième c'est que, la pénultième c'est re, et l'antépénultième c'est mais. America, America, accent sur l'antépénultième, c'est logique. Je ne rentre pas dans plus de détails dans cette vidéo, notamment sur la question des suffixes forts, puisqu'il existe des suffixes en anglais qui vont attirer l'accent, soit sur eux-mêmes, soit sur la syllabe qui précède. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si vous voulez suivre. Je vous mets plein de ressources dans la description de cette vidéo, allez voir. Il y a des sites internet et des choses à télécharger si vous voulez progresser en autonomie ou avoir des renseignements plus précis, notamment sur les present words. Si vous voulez progresser en anglais, si toutes ces questions de phonétique, phonologie vous intéressent, pensez à vous abonner à mes réseaux, vous avez les liens dans ma description. J'ai aussi une newsletter qui s'appelle The English Club, qui est complètement gratuite et dans laquelle je publie toutes les semaines des récapitulatifs, des exercices, des défis en anglais. On peut aussi échanger directement par email, c'est très pratique et ça permet de se motiver pour progresser en anglais. Je publie tous les jours sur tous les réseaux sociaux, donc allez un peu voir et si vous trouvez des choses qui vous intéressent et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires, soit en message direct ou par email. J'espère vous revoir bientôt sur cette chaîne et je vous souhaite de beaux progrès en anglais.